Et ça marche un peu comme ça. Aujourd'hui, on essuie les plâtres, comme on dit. Heu, on va essayer de régler ça. Je vais essayer de vous parler, moi, sans les extraits. On va commencer. Par contre, vous pouvez poser des questions, pas forcément sur l'extrait que vous avez plus ou moins vu, mais sur notre sujet. Alors pour commencer, on a eu une petite question de définition, sur le thème. J'ai appelé ça «Rester humain dans un monde digital» et on m'a dit: «Mais est-ce qu'on dit digital ou numérique?» Voilà, donc il y a un petit débat, il y a un débat qui ne se tranche pas forcément sur le plan simplement, lexical. C'est une question pas simplement étymologique, c'est une question philosophique. J'ai décidé de garder le mot digital et je vous expliquer un peu le débat qu'on a eu. Digital, ça vient de l'anglais digit, ça veut dire, chiffre. Mais surtout, ça vient du latin, digitus, je crois que c'était, digitus, voilà, et ça veut dire le doigt, hein, dans le mot doigt, vous trouvez le G avant le T, ça vient du latin parce qu'on entendait, vous voyez, c'est un vestige du latin et donc même l'anglais lui-même venant du latin, dire, digital pour dire numérique, c'est pas vraiment un problème. Et puis ça rappelle surtout qu'on commence par compter avec ses doigts. Vous voyez, nous-mêmes là, on est en train de résoudre les questions peut-être avec des doigts et rester humain dans un monde digital, c'est pas si difficile que ça si vous vous souvenez qu'une numérisation, un nombre, une machine, le télétravail, le téléenseignement et cetera, tout ça n'est possible que parce qu'il y a des doigts humains qui ont fabriqué des machines qui aujourd'hui permettent d'être à distance. Le mot télé, ça veut dire loin, donc on est loin des doigts, loin du cœur, loin des yeux et le mot doigt vous rappelle que, bah, vous-même, vous êtes connecté quand même en utilisant vos doigts. Donc à la fin, tout ça est très concret. L'extrait qu'on a essayé de vous passer, bon, c'est un film Matrix, vous l'avez sûrement déjà vu, donc je vais juste vous commenter le choix des extraits, en attendant pour cette séance ou peut-être pour la prochaine de voir, hein. Vous voyez, un théâtre, c'est pas forcément équipé, comme un plateau télévision, donc vraiment on essaye de faire des choses un peu nouvelles. Mais le point de départ, c'est ça. C'est d'un côté, vous avez une nature concrète, physique, matérielle et de l'autre, vous produisez des images que vous transférez, que vous envoyez loin. On s'est aperçu, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, que la meilleure manière de transporter, une image, c'est de la coder sous forme de 1 et de 0, c'est ce que font les ordinateurs et quand vous avez une image qu'on appelle numérique, ça signifie que vous n'avez pas simplement impressionné une pellicule, en prenant, une vue, du monde et par exemple une pellicule, d'appareil photographique ou une pellicule de caméra, une pellicule de film, c'est une surface sensible qui va, produire un négatif. C'est-à-dire que vous allez avoir là, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques parce que je ne saurais pas le faire, mais en gros, c'est comme si vous preniez, la surface du monde, la peau du monde, vous allez l'impressionner en négatif, le restituer en positif et ensuite le projeter. Donc ça, c'était la version qu'on appelle analogique. Analogie, ça veut dire que ça prend une empreinte de la chose même. Et on est rentré dans un monde numérique ou digital, ce qui est la même chose aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire que au lieu que l'image soit une empreinte du monde, une trace réelle, physique, c'est une construction, c'est le résultat d'un calcul. Et là, dans Matrix, c'était un film intéressant pour ça, vous avez en même temps, dans la même image, des acteurs réels, physiques, qui ont été filmés de manière analogique, qui ont impressionné une pellicule, et en même temps, vous avez des effets spéciaux numériques qui sont ajoutés, qui constituent le monde autour d'eux et avec lequel ils interagissent. Et toute image analogique évidemment peut être codée ou encodée sous forme de nombres, des 1 et des 0 et déplacée et restituée ensuite sur votre écran par exemple, à supposer que ça finisse par fonctionner. C'est ça le principe de cette télétransmission, de cette transmission digitale ou numérique. Donc si, j'ai gardé le mot digital, c'est que par ailleurs, si vous regardez l'étymologie du mot numérique, on va chercher nombre et il me semble et là je fais un appel à témoins, peut-être que parmi vous, il y en a certains qui peuvent nous aider, puisque vous avez un chat, on attend vos interventions, on va essayer de communiquer, au moins comme ça. On va voir si, certains d'entre vous peuvent nous aider sur l'étymologie du mot nombre. Il me semble que ça vient du mot, hominem, c'est aussi du latin, donc numerus qui a donné numérique, qui a donné nombre, viendrait du mot humain. Donc vous voyez, c'est le choix entre digital qui veut dire doigt, un doigt humain évidemment, hein, c'était même un hiéroglyphe égyptien, le premier digit c'est un doigt dessiné comme ça et le mot numérique lui-même viendrait du mot humain. Donc rester humain dans un monde numérique, si on traduit, ça veut dire rester humain dans un monde d'origine humaine, puisque les mathématiques, ce sont les humains qui le là, j'ai une image magnifique, il y a quelqu'un qui me dit: «Ça fonctionne». C'est formidable.
On peut repasser l'extrait. Vous voyez, on va le faire. Donc ce que je viens de faire, ça s'appelle meubler. J'espère que, chez vous, vous avez été, vous en avez profité. J'espère que ça a donné au moins un élément de définition et on va pouvoir voir l'extrait dont je vous ai parlé. On va voir Néo. Néo, ça veut dire nouveau, parce qu'il rentre dans un monde nouveau, il rentre dans un monde numérique et il fait exactement comme vous avez fait vous. Il va se connecter, sauf que vous allez voir, pour vous faire comprendre ce que c'est une connexion dans ce monde-là, il va y avoir un peu de douleur, on va avoir un peu mal pour lui et ça va jouer sur ce qu'on appelle l'empathie. Donc Matrix, extrait numéro 1. Try to relax. This will feel a little weird. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Donc là, ce que vous avez vu, c'est Néo. Vous avez remarqué que la connexion, comment ça se fait qu'on lui plante un truc dans le cerveau pour, et ça a l'air de faire mal dans un premier temps. Pourquoi on fait une connexion comme ça? Eh bien, c'est parce que quand vous avez affaire à une image diffusée ou à une image de film, le but, c'est de vous connecter, vous, le spectateur, avec ce que vous voyez. Or, dans un monde aussi froid qu'un monde digital ou numérique, puisque là, on va les prendre comme des synonymes, la question, c'est comment vous créez une relation avec Néo. Vous pouvez pas le faire sur le plan psychologique parce qu'on ne connaît pas sa famille, c'est un monde extrêmement froid. Vous voyez, ils sont tous habillés déjà comme des êtres un peu abstraits. Donc, la première manière, la plus simple de créer de l'empathie, c'est la douleur. Vous voyez, la douleur, ça se partage. Et c'est Spinoza qui explique ça dans son éthique. C'est dans l'éthique 3 et 4, dans la troisième et quatrième partie, sur les passions. Il suffit d'imaginer qu'une chose est semblable à vous pour ressentir les mêmes passions qu'elle. Donc, si on vous montre quelqu'un qui vous ressemble, qui a au moins forme humaine et qui souffre, vous allez naturellement, vous êtes câblé comme ça en tant qu'être humain, vous connecter à la douleur de ce personnage et vous mettre à sa place. Vous voyez, donc, je vous explique pourquoi, hein, alors qu'ils auraient pu, les frères et sœurs Wachowski dans Matrix, faire simplement un bouton sur lequel on appuie pour se connecter. Non, il y a ceux qui appuient sur les boutons et puis il y a celui qui se connecte et qui va souffrir un petit peu au moment de la connexion. Nous, là, on souffre un petit peu, on vous fait sentir ce que c'est, mais c'est une souffrance purement abstraite, même pas psychologique. C'est une télésouffrance presque. Et dans un film comme ça, on va vous montrer de la souffrance réelle, physique, pour que vous puissiez la partager. Alors, vous avez remarqué que le monde qui est censé être le monde numérique est blanc. Pourquoi? Mais parce qu'il est vide. Pourquoi? Mais parce que les images ou les objets qui vont apparaître dans ce monde sont le résultat d'un calcul, autrement dit le résultat d'une décision. Vous pouvez, à volonté, remplir ou vider un monde numérique, alors que ce n'est pas le cas du monde réel. Et pour faire une première distinction très simple, avant de prendre les premières questions, on peut distinguer le monde dans lequel nous vivons, le monde naturel. C'est un monde où on a droit de choc. C'est une expression du philosophe Alain. Il dit, c'est quoi avoir un corps? C'est être plongé dans un monde où on a droit de choc, c'est-à-dire que je peux faire ça sur une table, elle va me résister et je ne choisis pas la résistance des objets autour de moi, je ne peux pas les programmer, je ne fais que les rencontrer. Et c'est ça qui est intéressant dans le monde, c'est qu'on le rencontre. Alors que dans un univers virtuel, c'est-à-dire rempli de, d'images ou d'objets qui sont le résultat d'un codage, évidemment, dans un monde numérique, rien ne résiste, puisque tout est le produit d'un calcul. Donc ça produit des images, ça produit des sons,
mais ça ne produit pas de résistance physique, en tout cas pas encore. Je vous propose, de continuer à envoyer des questions parce qu'on va régulièrement faire une pause pour les prendre, donc envoyez-les, elles ne tombent pas dans le vide. On va essayer de lancer le deuxième extrait, si vous êtes, voilà, donc c'est un deuxième extrait de Matrix. On se lance, on tente, on va voir si ça marche. Allons-y. How did I beat you? You're too fast. Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with my muscles in this place? You think that's air you're breathing now? Again. Jesus Christ, he's fast. Take a look at his neurokinetics. They're way above normal. What are you waiting for? You're faster than this. Don't think you are. Know you are. Come on, stop trying to hit me and hit me. Believe it. I know what you're trying to do. I'm trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Vous réchauffer en ce samedi matin. Dans ce qu'on vient de voir là, c'est qu'on a des corps, de nature différente. Vous avez, des corps analogiques, c'est-à-dire considérés comme réels dans cet univers de Matrix. C'est le corps de ceux qui sont derrière des machines, derrière des écrans, en train de regarder ce qui se passe dans un monde numérique. Et ensuite, vous avez Neo qui est en train de se battre dans ce dojo virtuel avec son mentor, son maître, Morpheus. Morpheus, ça veut dire forme en enfin, c'est, un mot latin qui vient du grec, là, dans ce film. Et c'est celui qui lui fait comprendre qu'il doit changer de forme. Pourquoi changer de forme? Parce que dans cet univers, il n'a pas de corps et lui, comme il est habitué à avoir une association entre son esprit et son corps, entre sa volonté et ce qu'il peut faire physiquement, il est resté sur ce modèle-là, parce qu'il a une image mentale résiduelle, comme il lui dit, de ce qu'est avoir un corps. Et c'est quoi un corps? C'est quelque chose qui ralentit votre volonté. Vous avez tous expérimenté entre ce que vous voudriez faire et ce que vous finissez par réussir à faire. C'est le drame de l'athlétisme, le drame du sport, le drame du corps. C'est que le corps n'obéit pas forcément à la volonté. Et là, dans cet univers purifié du corps, où il n'y a plus de résistance physique, la volonté n'a plus d'obstacle. Et c'est ce qu'essaye, c'est ce que le mentor Morpheus essaye de faire comprendre à Neo, c'est qu'il a un néo-corps, c'est-à-dire qu'il n'a plus de corps et qu'il doit simplement aller aussi vite que la pensée. Alors dans ce film, c'est très intéressant. Vous avez à la fois la vitesse maximale que peut atteindre un corps, comment elle est représentée. Vous avez vu ce petit effet, alors j'espère que vous avez eu l'image telle qu'elle devrait être, mais même si elle est un peu ralentie, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. C'est la question de la vitesse de la pensée aussi. Et si votre corps pouvait aller à la vitesse de votre pensée, ben, 2 questions se posent. La première, c'est est-ce qu'il pourrait aller à la vitesse de la lumière? À supposer que nous soyons des lumières et que la pensée ait une vitesse, infini, hein. C'était l'hypothèse de Gilles Deleuze. Il dit, voilà, la pensée va à la vitesse, même plus que la lumière. La vitesse de la pensée, c'est instantané, en tout cas quand on comprend. Et quand on ne comprend pas, eh bien, c'est l'inverse. On ressent une lenteur de laquelle on ne pourra jamais sortir. Et dans ce film, vous avez les deux. Vous avez un être humain qui, projeté dans un univers sans corps, va lutter pour que sa volonté infinie, capable d'aller à une vitesse infinie, ne soit pas empêchée par le souvenir de ce que c'est d'avoir un corps
qui nous arrête. Voilà. Donc en gros, être humain, c'est quoi d'habitude? C'est être ralenti par son corps et là, vous pouvez expérimenter, grâce au cinéma, un monde sans corps. Là, j'ai commencé à regarder un petit peu les questions que vous commenciez à poser. D'abord, tout le monde se réjouit que ça fonctionne de mieux en mieux, donc je m'en réjouis avec vous. Ensuite, la question, c'est comment faire pour, quand on est dans une, télé-relation, dans une relation à distance, pour garder quelque chose du corps justement. Bon, bah, vous avez vu, il y a une solution, c'est de ralentir, hein, c'est d'intégrer un rythme lent ou au contraire d'aller à la vitesse de la pensée et donc quand vous êtes à distance, soit vous allez très lentement, soit vous allez plus vite que d'habitude. Et là, c'est une expérience un peu étonnante. Je vous raconte, je suis en face d'une salle de théâtre vide sur une scène, mais je sais qu'il y a du monde. Ouais, donc c'est déjà bizarre. Et en même temps, d'habitude, quand on est dans une salle, une conférence, une séance, on attend et on voit petit à petit la salle se remplir. Alors que là, on ne sait pas. Vous voyez, il y a une salle d'attente, tout est virtuel. Et c'est ça, en fait, un monde digital ou un monde numérique. C'est un monde dématérialisé où il n'y a plus de connexion directe, où il n'y a plus de corrélation directe entre le nombre de personnes et un espace physique. Moi, j'appelle ça, j'ai un petit terme pour ça, je vous le propose, je ne sais pas si ça va vous éclairer. J'appelle ça la bombe atopique. Alors atopique du grec topos, topos ça veut dire le lieu et la bombe numérique c'est quoi? C'est le fait d'atomiser les espaces, d'être capable de supprimer un lieu physique unique. Là, on est dans un théâtre, c'est un lieu qui a une adresse, qui a une forme, qui a une dimension et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est dans ce lieu fini, physique, avec des murs, d'abattre les murs et d'avoir une relation dématérialisée. Alors, c'est pas forcément satisfaisant parce qu'il y a un problème de réciprocité et il n'y a pas de visage. Vous avez le mien, mais mon visage, il est forcément inexpressif parce qu'il s'anime tout seul et si vous avez déjà fait l'expérience des réseaux sociaux, c'est à la fois satisfaisant parce que vous êtes en relation avec, beaucoup de monde, mais au fond, vous n'êtes en relation avec personne et vous devez vous contenter de simuler l'interaction. Après, si vous avez des amis vraiment sur, Facebook, sur Twitter, c'est formidable pour vous. Et il y a un petit peu d'interaction, mais ça n'a rien à voir avec la réciprocité qu'il y a dans un face-à-face entre 2 visages qui peuvent étudier, repérer les signes que l'un envoie l'autre et s'adapter. Je vous montrer une dernière chose sur cet extrait. Vous avez vu que le moment où Neo comprend qu'il est capable d'une vitesse surnaturelle dans ses mouvements, c'est exprimé, par, ce qu'on appelle du cinéma solide. Le cinéma solide, c'est une notion qui vient dans l'histoire de l'art, de la statuaire indienne. Vous savez que le dieu Shiva, Shiva, le dieu de la guerre et de la danse, vous savez, ce dieu qui est représenté avec au choix 6 bras, 8 bras, 10 bras, plus pour les amateurs. En réalité, c'était une astuce qu'avaient trouvé les sculpteurs indiens pour exprimer la vitesse surnaturelle dans le mouvement en mettant heu, dans le même objet des positions normalement successives dans le temps. Donc Shiva n'a pas 6 bras, Shiva a 2 bras, mais qui vont très, très vite et donc c'est une manière qu'avaient les statuaires indiens de faire comprendre ça, de l'exprimer dans la matière et là, dans Matrix, vous avez quelque chose de similaire. Vous avez peut-être vu qu'à un moment, Neo, son bras à plusieurs positions successives, mais dans la même image. Et ça donne le sentiment d'une accélération surnaturelle. Et vous voyez, donc même un film qui utilise des effets spéciaux numériques va s'inspirer des trouvailles des sculpteurs physiques, matériels, qui utilisent la pierre, qui utilisent le métal pour exprimer le mouvement. Voilà, je vous propose, l'extrait suivant. On change de Matrix, c'est, la suite, c'est Matrix Reloaded, donc c'est Matrix rechargé ou rebooté, si vous voulez, c'est ce qu'on a fait beaucoup ce matin d'ailleurs et je montre c'est une scène un peu de conversation. Vous allez reconnaître, Lambert Wilson qui joue un méchant, il joue un mérovingien. Alors mérovingien, on s'attend avec quelqu'un avec des grands cheveux, une hache et tout. Non, là, c'est toujours cet univers très maîtrisé, très épuré, des frères et sœurs Wachowski. À l'époque, c'était des frères, il me semble. Et ils sont dans une espèce de scène, mais avec un C, comme si un Christ d'un nouveau monde était entouré de ses disciples. Et il va vous expliquer, en vous le montrant, ce que ça implique d'avoir la possibilité d'envoyer des programmes à quelqu'un, puisque vous êtes là dans un univers, l'univers qu'on voit à l'image, c'est un univers numérique, donc ce sont des programmes qui parlent à des humains qui sont là sous une forme virtuelle, un peu comme nous en ce moment, et il vous montre le genre d'effet qu'on peut faire sur ce genre de créature. Extrait numéro 3.
et j'ai l'impression d'être, la fusée Ariane ou un truc, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Donc c'est à moi à chaque fois. Il y a des gens dans la salle, hein, et il y a des gens qui travaillent ici, puis des gens masqués au fond. «Bonjour, ça va? Vous allez bien?» Et donc il y a un peu de chaleur humaine. Voilà, on fera, encore un extrait de Matrix et ensuite on fera une petite pause question. Donc allez-y, si vous avez des choses que vous avez pas compris. On m'a envoyé pas mal de précisions sur les frères et sœurs Wachowski. On me dit que c'est tous les 2 des sœurs maintenant. Vous voyez, c'est une question qu'on pourra un peu développé. On m'a dit: «Est-ce que ce sont devenus des êtres numériques?» Eh ben, non, justement, c'est la preuve que, s'ils changent de sexe, c'est que le corps a encore du sens et que la manière dont on est incarné, le sexe qu'on a, avec lequel on est ou celui qu'on choisit, c'est quelque chose qui est pas juste une identité, numérique, c'est une identité physique, corporelle, concrète. La question, c'est ça, vous partez dans le monde concret. Concret, ça veut dire quoi étymologiquement? C con avec, cré, crescere, qui pousse. Donc un monde concret, c'est quelque chose qui pousse avec. C'est-à-dire que les choses sont, heu, corrélées, connectées, les choses poussent ensemble. Un arbre qui pousse empêche un autre arbre de pousser parce que ça lui fait de l'ombre, alors que dans un univers numérique, vous pouvez avoir 2 arbres de la même taille posés, l'un à côté de l'autre, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de compétition dans un monde numérique. En tout cas, pas celle-là. Donc si vous avez un monde concret, les êtres sont incarnés, ils prennent de la place, et ils se heurtent éventuellement les uns les autres. Alors que dans un monde numérique, vous allez pouvoir, vous, inventer les règles. Il n'y a pas forcément de pesanteur, il n'y a pas forcément de choc. Il y a des êtres qui peuvent se traverser les uns les autres et c'est vous qui allez tout inventer et rien ne va vous résister. Et ça, c'est déjà un élément puisque notre sujet, c'est comment rester humain dans un monde digital. Si vous arrivez dans ce monde digital à restaurer de la résistance, vous allez, redonner le sentiment qu'il y a une matière, quelque chose qui résiste. Il y a un film que je ne montre pas aujourd'hui qui s'appelle Fight Club. Dans Fight Club, tout le travail des effets spéciaux a consisté à essayer de prendre des références, visuelles, artistiques dans le monde concret. Ils se sont inspirés de tableaux de Francis Bacon, ils se sont inspirés de sculptures pour donner le sentiment justement que dans le monde numérique, on ne pouvait pas non plus faire, il ne suffisait pas de faire n'importe quoi. Comme les nombres ne résistent pas et qu'on peut leur faire n'importe quoi, vous voyez, le but d'un artiste numérique, par exemple, ça va être de réinventer de la résistance, de donner le sentiment qu'il y a un objet. Bon, tous ne font pas ça, mais en tout cas, c'est un des enjeux quand vous avez un film. Il faut faire sentir que le monde que vous inventez existe. Exister, ex, ça veut dire sortir de soi, être capable d'avoir un corps, voilà, et pour offrir à la fois du choc et de la résistance. Donc là, dans l'extrait que vous venez de voir, vous aviez une conversation et vous avez surtout une démonstration de ce que c'est la puissance d'un programme sur un être numérique. Vous avez ce mérovingien qui envoie, alors est-ce un virus, est-ce un programme, est-ce un objet virtuel, il envoie un gâteau. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, soudain, vous avez la perception à la fois d'un être humain, parce que vous voyez le gâteau, mais vous avez la perception soit d'un codeur, soit d'une machine, parce que vous voyez le code, ouais, ce truc un peu vert comme ça. Sauf que c'est une représentation, évidemment. Et ce qu'on vous montre, c'est, un univers où vous pouvez prévoir à l'avance la réaction à tout ce que vous faites. Donc si vous envoyez un gâteau qui est fait pour produire du plaisir à une femme virtuelle dans cet univers, le gâteau va provoquer une jouissance et le spectacle de cette jouissance donne un plaisir aux Mérovingiens. C'est, le fait d'avoir pu la prévoir et de la provoquer. Autrement dit, ça donne des plaisirs de l'ordre de la manipulation. Je vous rappelle que le mot manipulation, résonne avec le mot digital. Digital, ça veut dire doigt. Manipulation, mani, ça veut dire main. C'est ce qu'on fait avec sa main. Et même dans un monde de télé, travail ou de relations à distance, le but, c'est toujours de manipuler, c'est-à-dire de faire comme si on avait une main à distance pour produire à distance l'effet qu'on vise. Et l'idée dans le monde numérique, c'est l'idée d'une éventuelle automatisation de cet effet à distance. C'est un rêve qui est né déjà avec le cinéma, parce que le cinéma, c'était le même objet à distance, va faire naître de l'émotion comme si vous étiez au théâtre, mais c'est une forme de théâtre automatisé. Et c'est un rêve que Deleuze repérait comme le rêve de l'automate spirituel. Voilà, l'automate spirituel, c'est quoi? C'est quelque chose d'automatisé qui va produire à distance des effets dans votre esprit. Voilà, bon, ben, on y est. On est dans une époque où nos corps doivent rester à distance. L'interaction du visage se limite à la moitié. Là, j'ai enlevé mon masque parce que je suis à plus de 3 mètres des êtres humains qui permettent cette séance. Mais vous voyez, quand l'interaction entre corps n'est plus possible, on va. Le premier geste barrière, ben, c'est l'écran, hein. Faire écran, ça veut dire mettre quelque chose entre nous. Et le paradoxe du mot écran, c'est que c'est à la fois ce qui permet une relation et en même temps ce qui l'empêche. Voilà. Donc on est dans un monde où personne ne sait si le télétravail c'est mieux que le travail tout court. Moi ce matin, juste sortir de chez moi, aller faire une conférence,
J'avais l'impression que c'était les vacances, et alors que d'habitude, c'est du travail. C'est toujours du plaisir, mais là, ça avait un plaisir renouvelé parce qu'on le fait avec son corps et c'est pour ça qu'il y a une différence qui restera toujours entre se déplacer dans un théâtre, se déplacer dans un cinéma et rester chez soi pour voir ça devant un écran. Je vous montre un dernier extrait de la série des films Matrix. C'est toujours dans le film Matrix Reloaded. C'est un dernier extrait un peu froid. Après, ça va se réchauffer. Vous allez voir, il y a une petite surprise pour ce samedi matin que certains connaissent déjà, mais c'est toujours drôle. Les sous-doués passent le bac. Mais je tease un peu. Cette année, en plus de ça, le bac, on ne sait pas par qui il va être passé, donc ça va un extrait qui résonne de manière particulière. Et là, je vous montre, avant de passer au sous-doué, je vous montre un dernier extrait de Matrix Reloaded. C'est lorsque Neo remonte jusqu'à, non pas, pas jusqu'au concepteur de cet univers, mais à quelqu'un qui essaye de le structurer. C'est un personnage qui s'appelle l'architecte. C'est une espèce de dieu dans cet univers numérique. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il est représenté avec les attributs habituels, soit du Père Noël, soit du Dieu tel qu'on l'imagine quand on est un enfant. Extrait numéro 4. Et Tiffen qui vient, qui a choisi certaines des questions qui viennent du chat. On a remis les masques. Tiffen. Alors, une réunion numérique identifie-t-il plus les individus par rapport à un public qui est une foule? Alors ça, c'est une question gênante, un peu embêtante parce que c'est vrai que dans une foule, est-ce qu'une salle de spectacle, on est une foule? On est censé être anonyme. Après, c'est vrai que moi, quand je suis au théâtre, je supporte pas quand, j'ai toujours peur pour ça je me mets jamais dans les premiers rangs, qu'on me parle à moi, ou qu'on me fasse monter sur scène et tout, c'est un peu une angoisse. Hein, pareil, Mathieu, il dit pareil. Mathieu, il aime bien monter sur scène, il est acteur, mais il aime pas être dans la salle et qu'on aille le chercher. Bon, c'est un peu particulier. Mais si vous allez voir des spectacles, je vous déconseille les premiers rangs si c'est du comique, parce qu'en général, on s'en prend à vous. Alors, dans les réunions à distance, les gens télétravaillent beaucoup en ce moment. À la fois, on est plus identifié, surtout s'il y a une caméra, évidemment, et ça permet de voir votre visage en gros plan, de le voir de près. Alors que dans une salle, si vous êtes au fond, ben, je vous vois moins bien que vous êtes sur un écran. Et en même temps, ce que je vois de vous, est ultra limité parce que vous n'êtes qu'un petit carré parmi d'autres, sauf quand vous parlez. Mais on s'est aperçu de quelque chose d'intéressant, sans parler juste du télétravail, c'est la question de l'avatar. Vous voyez, parce qu'il y a des réunions à distance où on choisit un avatar et on s'est aperçu, il y a même un laboratoire qui a étudié ça de près, un laboratoire de sciences, sociales, je crois, qui s'est aperçu que si vous êtes dans une réunion à distance, donc vous êtes chez vous, mais vous choisissez votre avatar, et par exemple, si vous êtes ingénieur, vous allez choisir Einstein au hasard, hein, et c'est souvent le cas. Et eh bien, on s'est aperçu que dans une réunion comme ça à distance, vous allez être plus créatif. Ouais, c'est étonnant, hein, mais parce que l'avatar vous libère du jugement des personnes présentes. Et vous avez peut-être fait cette expérience, parfois quand vous êtes dans la même salle que quelqu'un, si c'est quelqu'un qui a une espèce de charisme, on parle beaucoup du mot emprise en ce moment, hein, vous voyez, c'est la version négative du charisme. Il y a des gens, et c'était Deleuze qui parlait de ça, il dit: «Il y a des gens qui par leur présence, vous séparent de votre puissance. Ils vous rendent triste, hein, ils sont là dans la même salle que vous et ils vous empêchent de faire quelque chose». Donc il prenait des exemples que je ne vais pas reprendre ici, mais si vous êtes dans une réunion avec des gens, par exemple chez Pixar, ils font des réunions entre scénaristes, entre réalisateurs, et ils ont décidé, quand Steve Jobs a racheté Pixar, qu'il serait interdit de réunion. Parce que comme c'était le patron, s'il était là, les gens seraient moins créatifs. Donc oui, le télétravail avec avatar peut vous libérer du rayonnement physique négatif de quelqu'un et peut vous rendre plus créatif. À l'inverse, ça rend tellement abstrait que parfois, ça peut supprimer la créativité parce qu'il y a une impression de solitude, une absence de réciprocité, une absence d'échange et parfois, quand on est ensemble, on est aussi plus créatif. Donc vous voyez, la question, c'est moins celle de l'identité que du résultat de la réunion. On sait que la plupart du temps, une réunion, ça ne produit rien parce qu'il y a des effets de hiérarchie. Pour que ça produise quelque chose, il faut, un, de la liberté. Deux, éventuellement, s'il n'y a pas de liberté, qu'on est à distance, d'avoir de la libération. Et la libération, ça peut être l'avatar, c'est le fait de pouvoir se déconnecter de temps en temps, de choisir son rythme. Vous voyez, quand on est en classe et qu'on n'arrive pas à écouter, on s'endort, c'était très difficile. Il y avait cette position un peu, ouais, moi je faisais comme ça, mais il y a toujours le moment où on se réveille en tombant. On n'a plus besoin de le faire, ça. Vous voyez, quand on est à distance, on choisit son rythme. Donc il y a une forme de déshumanisation et en même temps une forme de récupération de son rythme propre. J'étais un peu long, mais je ne sais pas si ça répond. Une autre question dans
Dans le même genre, dans le monde numérique, tout est codé. Être dans une salle de cinéma, c'est être toujours dans le suspense. Simplement, quel rapport le spectateur peut-il jouer face à l'écran? Alors, bah, dans une salle de cinéma, on sait ce qui nous manque. C'est bizarre la salle de cinéma. J'aime beaucoup Serge Danet, qui était ce grand critique de cinéma et qui faisait cette distinction. Au départ, je ne la comprenais pas. Il disait: «Il y a une différence entre la société et le monde». Alors moi, je croyais qu'il disait: «Ben, le cinéma», je pensais cinéma social, le cinéma va vous faire comprendre quelque chose de la société. Il dit: «Non, non, la société», Serge Danet, il se faisait insulter, dans la cour de récréation parce qu'il se faisait traiter, d'homo et cetera. Bon, et pour lui, il avait une expérience négative de la société et c'est le cinéma, la solitude et l'anonymat du cinéma qui le libérait de la société. Donc le paradoxe, c'est ça, c'est que la première fenêtre pour quelqu'un comme Serge Danet, la première fenêtre, c'est-à-dire le sentiment de la liberté, le sentiment d'avoir affaire à un monde et pas à une société avec le poids des autres, c'est le cinéma. Au cinéma, on est seul. On est seul, mais ensemble. C'est le paradoxe. Donc, si vous allez voir un film comique, à supposer qu'il soit drôle, on est heureux d'avoir des gens qui rient à des choses qu'on trouve drôles. Mais il se trouve que parfois, on aime être aussi la seule personne qui rit à un truc qu'on est le seul à trouver drôle. Ça arrive et c'est moins embarrassant au cinéma qu'au théâtre. Parce qu'au théâtre, quand si c'est comique et qu'il y a qu'une personne qui rit sur les 10 ou 20 ou 30 ou 100 qui sont là, c'est gênant parce que c'est un four. Donc il y a pas l'angoisse, vous voyez? Le spectateur de cinéma, par rapport au spectateur de théâtre, est libéré de l'angoisse de faire la peine à l'acteur. Il pourra lui en faire sur les réseaux sociaux après quand il sort, mais c'est un autre sujet. Vous voyez pourquoi on continue à sortir de chez soi pour aller au cinéma? Pourquoi le cinéma nous manque, alors que chez soi, on peut avoir un grand écran sur son mur, sans l'interaction des d'inconnus? Bah, il nous manque quand même une forme de sociabilité très particulière, qui est d'être seul, ensemble, avec des inconnus. Une petite dernière. Par le corps et les mains, on passe une partie de nos intentions et de nos messages. En visio, on ne voit qu'une portion de nous et de notre communication non verbale. Quelle parade possible pour restituer 100% de notre communication, 100% de sa substance? Alors 100 vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une approche numérique de quelque chose qui est inquantifiable, donc c'est très intéressant comme proposition. Bah, par définition, c'est pas possible. C'est comme si vous me disiez, comment faire pour passer 100 d'un écrivain dans un livre? Le support fait que le support n'est pas équivalent au message. Et ce qu'on transfère, par nécessité, se dégrade ou en tout cas change de support. Donc heureusement, vous avez vu, hein, c'est pour ça qu'on a gardé le mot digital. Le paradoxe, c'est que par exemple, là, la question qui m'a été posée par des doigts, parce qu'il y a quelqu'un que je ne peux pas voir, mais c'est grâce à ces doigts qui m'ont envoyé cette question digitale numérique à laquelle j'essaye de répondre un peu dans le vide, mais c'est quand même quelqu'un qui m'a envoyé cette question, donc je sais que c'est comme la radio, je sais qu'il y a quelqu'un de l'autre côté et bizarrement, quand il n'y a pas 100 de la présence physique, ça peut être une vraie relation. Je sais que, par exemple, quand on est sur un plateau de télévision, on a le sentiment que bon là, c'est un téléthéâtre, donc ça va, mais sur un vrai plateau de télévision, on souffre physiquement parce qu'on a l'impression qu'on vous vole quelque chose, qu'on vous mange, quoi. Alors que dans un studio de radio, on a un sentiment de liberté, même si les studios de radio maintenant sont filmés, mais ils ne sont pas filmés pareil. On a quand même l'impression que quand on est réduit à sa voix, on peut être plus présent dans sa voix que dans son image complète. Donc vous voyez, ça peut être aussi une libération de ne pas être complètement visible. Mais la question de la liberté, c'est pas celle-là, c'est pas celle de la réduction de ce qu'on transmet, c'est la question du choix. Quand on n'a pas le choix de ce qu'on transmet, on ne peut pas avoir le sentiment d'être libre. Donc, si on n'a pas le choix entre une réunion physique et une réunion à distance, si on est réduit à une réunion à distance, on aura un sentiment de perte quoi qu'il arrive. C'est comme, vous vous souvenez de l'attestation il n'y a pas longtemps? Bon, bah, finalement là, on sort sans attestation, même s'il y a un couvre-feu, mais l'idée qu'on n'a pas à se faire une attestation à soi-même pour sortir, personnellement, moi, m'a libéré, même s'il faut rentrer plus tôt. Donc entre un confinement où il y a une sortie avec attestation, où il y a une obligation, le fait qu'il y ait une obligation, ça réduit de toute façon votre sentiment de liberté. Donc, vous voyez, c'est plutôt ça pour rester humain dans un monde digital, il faut donner le sentiment qu'il reste du possible, qu'on a encore des choix et que tout n'est pas, automatisable. Ouais, il faut garder des petits espaces de liberté. Mais on va voir ça avec les extraits suivants. Merci beaucoup, on va lancer l'extrait suivant, c'est pour se détendre un petit peu. C'est les Soudoués, passent le bac. Il y a pas de message pour cette année, ni pour monsieur, Blanquer. Passer le bac, c'est toujours une épreuve dont on a rêvé de pouvoir la rendre soit de masse, soit, de pouvoir automatiser la préparation. Cette année, la question se pose particulièrement. Eh bien, voilà un film où on vous montre
une vraie boîte à bac, hein, c'est-à-dire une boîte dans laquelle vous rentrez et dont vous êtes censé ressortir avec le bac. Extrait numéro 5. Où elle est? Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle? Voilà. La machine à apprendre. Elle vient d'Amérique. Alors, qui va commencer? Premier de ces messieurs. Asseyez-vous. 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 Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Attention. Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Si. L'ONU a été fondée en 1942. En quelle année? En 1942. Répétez plus vite. L'ONU a été fondée en 1942. Répétez 42 plusieurs fois. 42. Attention, nouvelle question. Choisissez la bonne réponse. C'est New York. Réponse fausse. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Répétez. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Plus vite. Trotsky a été assassiné à Mexico en En 1940. quelle année? En 40? Qui? Kennedy. Non, Trotsky. Où? À Dallas. Qui? De Broglie. Non, Kennedy. Trotsky a été assassiné en 1940 aux Jeux Olympiques de Mexico. Attention, nouvelle question. La guerre d'Espagne a commencé en 1936. Répétez. La guerre d'Espagne a commencé en 36. En quelle année? En 36. Quoi? La guerre d'Espagne. En quelle année? En 36. Quoi? La guerre d'Espagne. En quelle année? En 36. Terminée en 36? Non, elle a commencé en 36. Bravo, vous avez mérité une petite récompense. Merci, madame. La vie rêvée de Walter Mitty. Alors en français, on a rajouté la vie rêvée 2 pour faire comprendre qu'il y a une différence de régime entre deux natures d'images très différentes. Les images de la réalité qu'on partage avec les autres, ce que Serge Danet appelait le monde de la société, et puis ensuite le monde interne, celui qu'on imagine, celui de l'imagination. Donc là, vous avez un personnage, vous allez voir, Walter Mitty, qui est malade de son imagination parce qu'il est dans une imagination de compensation. Il est dans une vie atroce, et il s'ennuie beaucoup. En même temps, il aime son métier. C'est quelqu'un qui travaille pour le magazine Life, donc La Vie, et il travaille dans les sous-sols de Life. Il est à la cave et il fait des tirages que lui envoient les grands photographes qui parcourent le monde. Donc lui ne bouge pas, il est en poste immobile et il tire les photos faites par des êtres libres, des photographes, qui sont des artistes de l'image analogique, si vous avez suivi, donc l'image qui imprime de la pellicule réel, physique. Et le magazine Life est en crise, comme beaucoup de magazines papier, en train de basculer vers ce qu'on appelle, on passe du print au web, quoi. Voilà, bon, on passe du papier, le papier disparaît et il est remplacé par sa version numérique. Et vous êtes dans une entreprise, au début de ce film, qui subit cette conversion ou cette révolution. Et lui, donc, va sûrement se retrouver au chômage à la fin du film. Et il a affaire au fond, la vie qui était sur du papier et qui venait de photos réelles, va être remplacée par de la banque d'images, par du web, par de la dématérialisation et par quelque chose qui va devenir évidemment inhumain. Voilà, ça c'est l'ambiance du film. Et vous avez ce personnage, Walter Mitty, qui n'a jamais bougé, qui va se retrouver, je ne vais pas vous raconter tout le film, on va essayer de voir un peu des extraits. On va commencer par un premier extrait où on voit que c'est quelqu'un qui est seul et qui imagine, pour rentrer en contact avec sa collègue de l'autre étage qui lui plaît bien, de se connecter à un site de rencontre, vous imaginez, pour essayer de lui envoyer un clin d'œil. Et donc, c'est ça, dans un monde numérique, vous voyez, le corps a disparu. Et j'ai pas dit numérique, là j'ai dit numérique, mais c'est un monde digital, parce que là, vous allez voir justement, le héros de l'extrait que vous allez voir, c'est son doigt, parce que c'est son doigt qui va essayer d'envoyer un message à quelqu'un, et ça va être son seul outil de communication. Walter Mitty, donc c'est là l'extrait numéro 6.
m'a fait remarquer, que je n'avais pas commenté la machine à claques, on va le faire, rapidement, hein. Vous avez vu, c'est un film qui date un peu, il y a pas beaucoup d'effets spéciaux, mais c'était pour le mettre en contraste avec, Matrix, où c'est au fond exactement la même idée. Est-ce qu'on peut automatiser un apprentissage? Dans Matrix, il recevait en direct, en raccourci, toute une connaissance physique, puisqu'il apprenait le kung-fu sans bouger de son fauteuil. C'est vraiment le rêve des et c'est un peu le rêve qu'on a aujourd'hui, hein, sans faire d'efforts physiques, d'arriver à un résultat exceptionnel. Et dans la machine à claques, vous aviez ce truc d'apprentissage où le professeur était remplacé par un système de punition ou de récompense, celui qu'on utilise en gros pour dresser des chiens, quoi. Voilà. Donc évidemment, c'est un film qui nous fait comprendre par contraste que le professeur, sa présence physique, même avec ses défauts, eh bien, est préférable à une machine à claques. Heureusement, et puis les claques ayant disparu du système d'apprentissage, on comprend bien que c'est pas, vous voyez, ça vous montre finalement qu'une machine conçue selon un mode archaïque va plutôt être une régression en termes de progrès humain, qu'une avancée. Walter Mitty, donc c'est un être solitaire, vous avez vu, il est sur ce site de rencontre. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut mécaniser, est-ce qu'on peut automatiser un clin d'œil? Parce que c'est ça le wink, hein, le clin d'œil. Et avec son doigt, est-ce qu'on peut faire un clin d'œil? La réponse est non, parce que d'abord, vous avez vu, ils ont les, les mêmes problèmes que nous tout à l'heure. Il a un problème de connexion, il a un petit. Alors, on dit bug, hein, c'est intéressant, bug. Pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a un insecte, il y a un truc vivant qui s'est faufilé. Exactement comme tout à l'heure dans Matrix, c'était une anomalie. Et à partir du moment où vous avez une anomalie, vous avez un espace bizarrement d'humanité. Car c'est grâce à l'échec de cette communication que la vraie communication va se mettre en place. Il va renoncer à essayer d'utiliser la machine pour se mettre en relation avec sa voisine de bureau. Et c'est par ce renoncement qu'une vraie rencontre va être possible. Donc, je vous propose tout de suite l'extrait suivant de Walter Mitty. C'est l'extrait numéro 7. Mitty est face à une énigme, une question professionnelle. Il a une photo qui doit faire la couverture de la dernière sortie du magazine Life, la dernière sortie papier. Et pour cette dernière couverture, ils ont une photo exceptionnelle de leur meilleur photographe. Vous allez voir, on va le voir tout à l'heure, qui est joué par Sean Penn. Et d'ailleurs, il a gardé son prénom comme personnage, Sean, parce que Sean Penn incarne un truc un peu comme ça, une espèce d'anomalie qui fait toute sa valeur à la fois humaine et sa valeur d'acteur. Et dans ce film, vous avez donc Walter Mitty qui est face à une énigme. La photo qu'il doit euh, tirer pour la couverture est manquante. Et là, vous avez un problème que ne peut pas résoudre une machine. Et on va voir tout à l'heure, en fait, c'est un cadeau que lui fait le photographe. Le photographe qui parcourt le monde sait que Walter Mitty, lui, la personne grâce à qui ces photos arrivent en couverture, n'a jamais quitté son siège, son fauteuil, son bureau. Et grâce à cette photo manquante, il va devoir sortir de, de là où il est, de là où il travaille. Il va devoir s'aventurer dans le monde et faire quelque chose qu'aucune machine ne pourrait faire. Donc au moment précis où le magazine Life est en train de basculer entièrement en numérique, le photographe crée volontairement une anomalie que ne peut résoudre qu'un être humain. Et grâce à cette anomalie, vous avez vu, hein, on passe de la planche contact où on cherche la photo manquante, et on a des indices, on a la photo d'avant et la photo d'après, donc on sait à peu près où était le photographe quand il a pris cette photo. Et vous avez ensuite, grâce à cette anomalie, la première conséquence, c'est la rencontre de la fille, de sa collègue, qu'il n'arrive pas à rencontrer d'habitude. Et pourquoi il la rencontre? Parce qu'il est sorti de son bureau, il s'est mis à l'extérieur, il déjeune, en même temps il cherche, et là, on a une espèce de leçon de vie, je ne sais pas si elle est valable tout le temps, mais il la rencontre parce qu'il ne cherche plus à la rencontrer. C'est elle qui vient le voir parce qu'il est en train de faire quelque chose qui a l'air intéressant. Donc c'est elle qui s'intéresse à lui. Elle ne s'intéresse pas à lui en tant que personne, elle s'intéresse à lui parce qu'il s'intéresse à quelque chose d'intéressant. Et c'est quoi ce quelque chose d'intéressant? C'est quelque chose qui manque, qu'une machine ne peut pas résoudre. Donc je vous montre tout de suite l'extrait suivant, parce que le temps passe quand même. Je sais que vous commencez à avoir faim. Vous êtes chez vous en même temps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les amis du café, prenez un café. J'en ai un, c'est bien. Les amis de l'apéro, vous pouvez commencer à y aller. Je vous fais la transition parce que l'extrait suivant, il s'est aventuré tellement loin de son bureau pour essayer de retrouver ce photographe, pour lui demander où est cette photo disparue, il est face à un choix. Et là, c'est pas un choix, c'est pas juste avec son doigt appuyé sur un bouton pour envoyer un clin d'œil. C'est est-ce qu'il va monter dans un hélicoptère avec un type complètement ivre, mais qui est le seul capable de l'emmener là où est le photographe.
Et là, c'est un peu une question de vie ou de mort. C'est plus j'envoie un clin d'œil ou pas. C'est pas du réseau social. C'est est-ce qu'on va mettre son corps, c'est-à-dire la seule garantie qu'on va être vivant pendant encore un peu un certain temps, dans une situation de danger. Alors tout à l'heure, j'ai pris un peu de vitesse. Quentin, Quentin, on y est? On est bon? Allez, extrait suivant. J'adore cet extrait. À chaque fois que je le revois, j'ai envie de revoir le film en entier. Et si vous souvenez bien comment ça commence, donc il est face à cette espèce de barbu, ivrogne, qui peut, l'emmener soit vers sa mort, soit vers, une aventure, comment dire? Dont il se souviendra plus certainement, en tout cas qu'il pourra raconter. Et donc vous avez là une concurrence entre le monde dont il vient. C'est pas un monde digital, c'est un monde qui est en train de se digitaliser, en train comment on dit? De se dématérialiser, puisqu'on veut le remplacer par, les photos analogiques, on va les remplacer par des photos numériques, le papier, on va le remplacer par de l'écran. Et lui, il se retrouve dans cette situation au bout du monde, à devoir faire confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui manifestement n'est pas en état de piloter un hélicoptère, en même temps qui est le seul à pouvoir le faire. Et ça, c'est une situation humaine. C'est quoi une situation humaine si on regarde cet extrait? Bah, premièrement, vous allez avoir affaire à quelque chose qui peut ne pas marcher. Voilà. L'hélicoptère, il peut tomber, voilà, alors qu'une machine va fonctionner toute seule. La machine avec un pilote, donc le monde mécanique, bizarrement, est un monde humain. C'est étonnant, hein, parce qu'au début du XXe siècle, on pensait que mécanique, c'était l'opposé d'humain. Et là, on s'aperçoit que dans un monde qui se numérise, eh bien, c'est l'inverse. Le monde mécanique, c'est les derniers espaces de liberté. Bah oui, parce que si vous, la différence entre conduire, piloter soi-même une machine et la laisser se piloter toute seule, eh ben, oui, vous allez prendre plus de risques, mais vous aurez aussi plus de liberté et plus de plaisir, en fait. Il y a un petit détail, hein, c'est que piloter un hélicoptère, ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce pilote n'est pas traité vraiment comme un être humain, mais en même temps, si, puisque quand on lui pose une question, il répond par un RAW. Alors vous êtes d'accord, c'est pas quelque chose que ferait une machine, même si les automates sont structurés, programmés par les êtres humains pour vous donner le sentiment d'une interaction humaine. Le robot, normalement, est plus poli avec vous que ça. Et vous voyez, par exemple, là, en ce moment, on sait que les bars sont fermés, les cafés sont fermés, mais donc aussi les serveurs désagréables sont fermés. Bon, moi j'en connais pas évidemment, c'est ça être humain. Le jour où vous serez dans un monde où tout le monde est poli, où tout est agréable, vous saurez qu'il y a plus d'humain. C'est terminé. Le serveur de mauvaise humeur qui prend le risque d'être de mauvaise humeur, alors que dans un monde automatisé, il se ferait virer tout de suite et il serait même pas possible d'avoir quelqu'un de désagréable. Là, vous avez quelqu'un qui a un désagrément, eh bien, il est dans une interaction humaine. Aujourd'hui, moi, ça me manque d'avoir un serveur qui arrive trop tard, enfin, c'est pas ça qui me manque en priorité, mais ça manque aussi parce que ça fait partie de l'expérience humaine. Et vous avez peut-être remarqué qu'il boit une bière hors de proportion, un peu comme lui, parce que c'est un personnage mythologique. C'est un ogre, et c'est un ogre qui a des bottes de 7 lieues. Donc il boit dans une botte, il boit une bière trop grande pour un pilote normal, mais c'est un pilote un peu métaphorique, évidemment. Ça métaphorise toutes les peurs de Walter Mitty. C'est un personnage de conte de fées. Est-ce qu'il va faire confiance à l'ogre pour monter dans l'hélicoptère, qui est l'incarnation mécanique des bottes de 7 lieues? C'est ça, hein, un hélicoptère. Ça vous fait aller plus vite qu'à pied. Ça sert à ça. C'est ce que Bergson décrit dans les deux sources de la morale et la religion. Il y a un texte hyper célèbre où il fait l'opposition entre le corps de l'individu et le corps de l'humanité. Et il dit que la technologie, ça nous permet d'agrandir notre corps. Et la question qui se pose, c'est une question que vous connaissez tous au moins, si vous avez l'âge, en tout cas dans cette chanson de Michel Berger sur Ella Fitzgerald, vous vous souvenez? Elle, je ne vais pas vous la chanter parce qu'il y avait David Bowie juste avant en plus, donc ce serait assez douloureux pour vous et pour moi. Mais elle a ce petit supplément d'âme que les autres n'ont pas. Eh bien, c'est une citation de ce texte de Bergson. Bergson dit que quand le corps de l'humanité s'agrandit de manière démesurée, c'est-à-dire que par exemple là, vous avez un téléphone portable ou un ordinateur, ça vous agrandit puisque ça vous rend capable avec vos bottes de 7 lieux numériques d'être dans cette salle avec nous, alors que vous êtes resté chez vous. Vous voyez, donc c'est un agrandissement par la technologie. Et la question qu'il pose, c'est dans ce corps démesurément agrandi, où est l'âme? Quelle est la taille de l'âme? Comment notre âme, qui est proportionnée pour notre petit corps, va-t-elle remplir le vide, l'abîme, l'écart
qui va se produire entre notre petit corps et tout ce que nous pouvons faire avec ce corps démesurément agrandi par la technologie. Alors, à l'époque de Bergson, c'est début des voitures, les avions, bientôt, pas tout de suite, mais il va y avoir la télévision. Il parle quand même, il écrit ça, c'est après la guerre de 14, il me semble, donc le corps démesurément agrandi sans le supplément d'âme, on voit bien ce que ça peut donner. Et la question qu'il pose, c'est comment on va inventer cette âme d'une taille à la taille de notre nouveau corps. Eh bien, c'est un peu la question de cet extrait de Walter Mitty. Vous avez un personnage qui a l'air d'avoir de l'âme, c'est le pilote de l'hélicoptère, qui est tranquille dans sa compétence. Là aussi, c'est intéressant, c'est quand quelqu'un sait vraiment faire quelque chose, il n'a plus besoin d'être poli. Hein, c'est à ça qu'on le reconnaît. Quand vous avez vraiment besoin de quelqu'un, il n'a plus besoin de vous faire des courbettes. Et ça se reconnaît surtout dans les métiers où il faut mettre les mains. Donc, c'est ça qui est intéressant. Dans un monde digital, qu'est-ce qui va rester humain? C'est ceux qui utilisent leurs mains. Là, par exemple, moi, je suis extrêmement poli avec Quentin parce que je sais qu'il suffit qu'il appuie avec son doigt pour me couper le sifflet. Avec Tiffen qui avait des questions, avec Lucie, je suis hyper poli avec tout le monde parce que sans eux, je disparais. Vous voyez, c'est comme un plombier le dimanche. Vous savez qu'il faut être très très poli parce que s'il ne se déplace pas, vous aurez votre problème qui restera là avec vos mains incompétentes. Donc, du moment que vous avez besoin d'un métier, et c'est toujours c'est Auguste Comte qui faisait cette distinction géniale entre les métiers ouvriers et les métiers bourgeois. Donc là, moi, je fais un métier bourgeois, c'est-à-dire que je parle, je vis de produire des signes. Donc, on fait de l'effet à distance. Et là, par exemple, vous êtes chez vous. Ben, si vous avez l'impression de comprendre ce que je dis, c'est que j'ai fait effet à distance. Donc, ça, c'est un métier bourgeois. Donc, bizarrement, le numérique, ça développe les métiers bourgeois. Et en même temps, on est en télétravail. On sait bien qu'on a besoin de gens qui savent faire des trucs avec leurs mains, qui savent fabriquer quelque chose, qui savent réparer une machine, qui savent voilà, piloter un hélicoptère. Donc, vous avez d'un côté Walter Mitty, qui lui n'est pas un bourgeois, c'est un ouvrier, parce qu'il fabrique de l'image analogique, il fait des tirages, il faut que ce soit beau, donc c'est un artisan, et en face de lui, il a besoin que cet ouvrier le transporte physiquement, pas numériquement, on ne peut pas aller numériquement à un endroit où il n'y a rien qui est transmissible, il doit aller retrouver ce photographe qui est en train de chasser quelque chose dans la montagne, et c'est ce qu'on va voir dans l'extrait suivant. Alors avant de lancer l'extrait, non, Quentin, ça, je ne te prends pas trop de vitesse. Il y a beaucoup de choses à commenter dans cet extrait. Je ne veux pas être trop bavard. Donc, si vous avez remarqué des choses, envoyez-les dans le chat. On va faire une petite pause question quand on aura fini les 2 derniers extraits de Walter Mitty. On aura encore un peu de temps pour les questions. Donc, envoyez-les maintenant, y compris sur cet extrait. Mais ce que je veux vous montrer là, c'est que ce qu'on voit dans ce film, c'est comment quelqu'un qui est malade de son imaginaire qui l'empêche d'agir au début du film. La scène que je vous ai montrée, il n'est même pas capable d'envoyer un clin d'œil. Il est obligé d'imaginer un truc hyper détourné pour parler à quelqu'un qui est au bout du couloir. Et là, on est vers la fin du film. Il est capable, grâce à son imagination, de devenir actif. Alors, je m'arrête 2 secondes là-dessus. Ça, c'est très important. On dit toujours que les élèves, enfin, vous voyez, en classe, maintenant, c'est assez facile de ne pas se faire repérer. On a un masque et tout. On a le droit d'être un peu absent. Mais à mon époque, ça se voyait quand on n'écoutait pas. Et si on regardait par la fenêtre ou si on était en train de dessiner, on avait l'air de s'absenter de la situation éducative. La réalité est très différente. C'est qu'il y a un style d'attention. Peut-être que là, vous êtes en train de faire autre chose chez vous, j'imagine, je vous le souhaite, et que vous entendez un peu d'une oreille distraite. Mais c'est parce que vous êtes en train de faire autre chose que de temps en temps, vous vous raccrochez, que je vous rattrape et que vous entendez quelque chose qui peut-être vous intéresse. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là? C'est que quand vous êtes en classe en train de subir une situation obligatoire, vous évadez par la fenêtre. C'est pas du tout renoncer à l'éducation, renoncer à l'action. Hein, le cancre qui rêve à la fenêtre, en réalité, c'est lui qui a l'avenir entre ses mains parce qu'il est en train d'imaginer autre chose. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas écouter en classe, hein, mais on peut trier, quoi. Et puis surtout, en fait, celui qui a un projet, celui qui va s'évader, c'est lui qui va finir par inventer quelque chose. Et là, dans cette scène que vous venez de voir, comment il s'évade de sa peur en utilisant, évidemment, elle n'est pas là, hein, la fille dont il est amoureux, elle n'est pas là en train de lui dédier une chanson, de lui chanter David Bowie. Elle l'accompagne, c'est son aide imaginaire pour se rendre capable d'agir dans le monde réel. Donc son imagination, son excès d'imagination, son imagination dans un premier temps malade, va lui permettre de mieux s'intégrer dans le monde, de mieux affronter le monde, parce qu'il a choisi une mythologie, un fantasme qui va lui permettre de négocier avec sa trouille. Voilà. C'est ça qu'il vient de faire dans cette scène. Et donc, il a besoin de David Bowie, de la fille dont il est amoureux mais qui n'est pas au courant, qui lui joue de la guitare, et grâce à ça, il trouve du courage. Donc, vous voyez, l'imagination n'est pas forcément l'ennemi de l'action.
Et c'est même l'inverse. Les gens qui ont beaucoup d'imagination sont souvent beaucoup plus capables d'agir que ceux qui se contentent de rationaliser, de numériser leurs choix, de faire la liste de tout ce qu'ils pourraient faire avant de décider. Et là, on s'aperçoit que l'imagination est plus humaine dans ce sens. Donc, dans un monde qu'il soit digital ou numérique, là c'est équivalent, ce qui va vous donner de l'élan, bizarrement, de l'élan d'agir dans le monde réel, ça va être l'imagination plutôt que la rationalité. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément en calculant à l'avance tous les choix possibles, comme vous avez vu tout à l'heure dans Matrix. Hein. L'architecte, c'est quelqu'un qui est capable de calculer tous les mondes possibles. Je ne l'ai pas commenté parce que c'est, je ne vais pas vous embêter avec Leibniz aujourd'hui. Mais l'idée de Leibniz, c'était un dieu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, avant d'agir, est capable de calculer toutes les possibilités et de choisir la meilleure possible. Nous, êtres humains, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, c'est quoi rester humain dans un monde digital? C'est assumer l'arbitraire de nos choix, le fait que c'est l'imagination peut-être qui nous guide davantage que la raison. Et c'est accepter cet arbitraire qui est également le signe d'un corps qui peut se lancer. Donc là, il finit par se lancer. C'est un élan, peut-être que ça va le tuer, mais ça le libère de sa peur. Donc de toute façon, c'est un élan vital. Et c'est en se mettant entre les mains de cet ogre qui pilote un hélicoptère qui va peut-être s'écraser qu'il est arrivé enfin à sortir de son bureau et à s'aventurer dans le monde. Je vous montre l'extrait suivant. L'extrait suivant, c'est que l'hélicoptère a réussi à faire ce qu'il devait faire. Il a amené jusqu'au photographe, incarné par Sean Penn, qui est en train de guetter quelque chose. Extrait suivant. Donc le moment, en fait, c'est le moment du film. Tout le film n'a servi qu'à enfin, amener ce moment, cette scène, cette rencontre. Il a retrouvé celui qui connaît l'énigme. Il a retrouvé le photographe qui est l'auteur de la photo manquante. Donc, ce qu'il attend, évidemment, comme tout le monde à la fin d'une enquête, c'est d'avoir la solution. Il veut savoir où est cette photo, qu'est-ce qu'il y avait dessus, vous voyez, cette curiosité assez naturelle. Et en même temps, il le rejoint à un moment où il est en train de prendre une autre photo. Il est en train de guetter un animal qui n'a jamais été filmé, qui n'a jamais été pris en photo. Et on le voit de manière fugace, l'animal. C'est intéressant parce que vous avez un dispositif où vous avez un photographe qui va rater une photo, un peu exprès, même carrément exprès, parce qu'une photo ratée, ça remplace l'idée d'un instant décisif. Vous connaissez cette expression, plus d'un très grand photographe, je ne sais pas si ce n'est pas Cartier-Bresson, vous me corrigerez dans le chat si vous savez. Il y a l'idée que la photo, ça suppose un style d'attention extrême qui permet de déclencher la photo pour attraper l'instant décisif. Donc, il s'agit de capturer dans le monde quelque chose qui ne reviendra pas. Et là, lui, il lui fait faire l'expérience inverse. Dans un monde numérique où tout le monde passe son temps à prendre plein de photos, à pas forcément les revoir, à prendre plus de photos qu'on ne peut en voir de manière avec le doigt, hein, vous voyez, c'est digital, on prend plein de photos, on ne les regarde pas. Lui, il lui montre que ne pas déclencher une photo, c'est vivre un moment exceptionnel. Dans le monde d'aujourd'hui ultra digitalisé, ne pas prendre de photos, c'est rester humain. Je vais rester là-dessus, non? Avec le doigt levé. Donc c'est ça. Voilà. Pourquoi il rate cette photo? C'est intéressant parce qu'on voit quand même, nous, l'animal. Nous, on voit le film. Donc la caméra nous montre l'animal en mouvement. Et c'est ça la question. Est-ce que tu préfères être dans le mouvement de la vie ou dans la capture de la trajectoire? Et c'est une distinction que faisait aussi Bergson. C'est un peu bergsonien ce matin. Bergson distinguait le mouvement et la trajectoire. C'est quoi la différence? La trajectoire, c'est quand vous voyez quelqu'un faire un geste. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, Pina Bausch, ou alors vous voyez Zidane faire un beau geste. Vous voyez la trajectoire. Vous pouvez apprécier la trajectoire sans être capable, vous, de l'imiter. Vous ne saurez pas faire le mouvement. Et il y a une différence de nature entre celui qui regarde la trajectoire et celui qui fait le mouvement. Et le danseur, à l'intérieur de son mouvement, il est dans ce que Bergson appelle une durée, c'est-à-dire il coïncide avec lui-même. Il est dans un temps qui est plein et qui est une forme d'éternité, alors que celui qui est à l'extérieur, qui n'est que spectateur, ne peut que constater les positions successives d'un mobile qui ne pourra pas imiter. Et c'est ça qu'on voit. Là, le photographe lui montre qu'il y a une manière de se référer au monde où, au lieu d'être simple spectateur, comme lui est depuis le départ, parce qu'il tire les photos des autres, on peut rentrer dans l'image, on peut rentrer dans le cadre, on peut rentrer dans la photo et expérimenter une durée, c'est-à-dire expérimenter un temps où on est libre. Là, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas obligé de suivre, c'est parfait. Si vous étiez en face de moi, peut-être que l'ennui ou la faim commencerait à pointer son nez, vous commenceriez à regarder votre montre. Eh bien, dit Bergson, le moment où vous regardez votre montre, c'est le moment où vous sortez de la durée, qui est un temps, le temps de la conscience, qui est le temps du plaisir d'être à l'intérieur de quelque chose où on a oublié l'heure qu'il est. Et le temps de la montre, c'est le temps collectif
c'est le temps objectif, c'est le temps mesuré où vous n'êtes plus dedans. Vous savez, quand on dit vous y êtes plus, vous êtes plus dedans, vous en êtes sorti. Et là, vous voyez, le photographe essaye de le faire rentrer dans le monde. Et d'ailleurs, il y parvient en ne prenant pas la photo et en lui disant, regarde, ils sont en train de jouer au foot, on va jouer avec eux. Donc, il se retrouve à jouer au foot avec des inconnus en l'absence de terrain, quasiment en l'absence de, c'est pas vraiment un ballon. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'autre but que de jouer ensemble. Et c'était ça tout le but de ce photographe. Le cadeau que le photographe fait à celui qui d'habitude est à son service et tire ses photos de loin, qui ne rencontre jamais, c'est de jouer ensemble à quelque chose qui n'a d'autre but que d'être ensemble. Voilà, ça s'appelle du spectacle vivant ou ça s'appelle le plaisir d'être ensemble et d'être dans une durée partagée. Et c'est une durée, hein, parce que comme il n'y a pas de chronomètre, c'est pas un match de foot. Il n'y a pas un arbitre, il n'y a pas un temps imparti. C'est un temps libre, ce sont des gestes libres. C'est entre la danse et le jeu, et c'est quelque chose de très enfantin. Et c'est ça qu'il lui offre. Il lui offre de redevenir humain dans un monde qui se digitalise. Je montre un dernier extrait de ce film parce qu'évidemment, il est parti très, très loin. Si vous vous souvenez, la première scène, il devait, remplir, son profil, sur un site de rencontre pour parvenir à intéresser, qui? Sa voisine de bureau, sa collègue. Là, il est parti très loin. Il est parti à la recherche d'une photo manquante. Il ne sait toujours pas quelle est cette photo qui devait faire la couverture du dernier numéro de Life. Il rentre, à la maison et au bureau et il retrouve la femme du début et vous allez voir, il a complètement été métamorphosé par son voyage et ce n'est pas par une éducation numérique à distance, c'est pas par un téléenseignement d'un coach qui leur a appris comment se comporter dans le monde réel, c'est en faisant l'expérience du monde réel avec ses insuffisances, avec ses erreurs, avec ses dangers, que lui va devenir vraiment humain. Dernier extrait, Quentin, pour ce film. Le dernier extrait de Walter Mitty, enfin La vie rêvée de Walter Mitty. Je vous ai un peu spoilé la fin, comme on dit, mais vous êtes libre de le revoir chez vous. C'est pas un problème, hein, parce qu'en fait, quand on aime un film, on aime le revoir. Donc là, grâce à moi, si vous l'avez pas vu, vous allez avoir l'impression de le revoir alors que ce sera la première fois. Ce sera une espèce de double cadeau. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit la photo manquante. Eh bien, étonnamment, c'était Walter Mitty en train de chercher la photo manquante. Alors, c'est pas une mise en abîme, c'est pas une astuce méta, c'est pas juste un film intelligent. C'est un cadeau que fait le photographe qui prend des photos à l'autre bout du monde. Il sait que s'il n'y a pas quelqu'un dans son bureau en train de faire attention à ce que c'est un tirage, qui fait un travail d'artisan, qui fait un travail avec ses mains, avec son œil, avec son intelligence, avec sa sensibilité, il n'y aura aucun moyen pour lui de faire son travail jusqu'au bout. Donc le photographe rend hommage non pas au sujet de sa photographie, mais il transforme en sujet de photographie celui grâce à qui il a des belles photos qui sont diffusables, diffusées. Et c'est un chant du cygne à tous les sens du terme. Vous avez la, dernière, la dernière édition papier du magazine Life qui montre en photo ceux qui permettent Life. Et si vous traduisez, évidemment, c'est ceux qui permettent la vie. Ceux qui permettent la vie, ce sont ceux qui travaillent avec leurs mains sur des objets qu'ils vont rendre partageables. C'est un paradoxe, évidemment, puisque on est dans de la presse papier. La presse papier, on a beau dire que ce n'est pas la presse numérique, c'est quand même un objet reproductible. Un journal, par définition, ce n'est qu'une copie. Et au cinéma, c'est la même chose. Quand le cinéma est apparu, Walter Benjamin, dans un livre qui s'appelle L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, disait voilà, l'apparition de la photo et du cinéma dans le monde, ça change le rapport aux objets d'art parce que quand vous avez un peintre qui fait un tableau, ce tableau va avoir une aura. Hein, on se déplace encore pour aller voir la Joconde, enfin, on se déplaçait, mais on se redéplacera, ou pour aller voir d'autres tableaux. On va voir comment il appelle ça? Il dit l'apparition d'un lointain, l'unique apparition d'un lointain, aussi proche soit-il. Donc, il faut que ce soit unique, il y a une seule œuvre. C'est une apparition, donc quelque chose qui se manifeste, qui n'est pas simplement mécanique ou qui n'est pas simplement reproductible. C'est quelque chose d'irremplaçable. L'unique apparition d'un lointain, ça reste lointain quand vous êtes face à un tableau, parce que même si vous mettez la main dessus, le tableau est lointain. Vous voyez, par exemple, une nature morte, si vous mettez la main dessus, c'est interdit parce que ça abîme, mais c'est surtout qu'on ne peut pas attraper ce qui est représenté. On ne peut pas manger
La pomme de Cézanne, on est là pour garder une distance. Donc la pomme de Cézanne, même si elle est peinte, elle reste lointaine et c'est ça, qu'on trouve beau. C'est le fait que même quand on est face à un objet d'art, il a une aura qui nous maintient à distance et là, vous retrouvez quelque chose d'assez étonnant, c'est que le numérique, hein, le monde digital ou numérique qui est censé vous maintenir à distance, bah, lui, il abolit complètement l'aura. C'est la disparition, de cette apparition unique, puisqu'elle n'est pas unique, hein, elle est reproductible. C'est pas vraiment une apparition, puisque c'est pas l'objet lui-même, ce n'est que, quelque chose qu'on capte et c'est un lointain, mais dont on ne se rapproche pas. Alors qu'avec un objet d'art, vous avez le sentiment que quelque chose est tellement proche que vous allez le ressentir, ça va entrer en vous par l'émotion, alors que là, vous voyez, le lointain reste lointain avec le numérique. Bon, aujourd'hui, on a essayé un petit peu de combler cette, distance. Vous avez remarqué, en tout cas, ce qui s'est passé, il y a un changement complètement, enfin un changement de nature dans le comportement physique et dans le comportement relationnel de ce garçon. Il était enrichi par son expérience du monde. Il n'a plus besoin de passer par le détour d'un réseau social pour aborder quelqu'un qui est là à côté de lui. Et il va rentrer tout de suite dans une conversation comme si elle était déjà commencée. Donc ça, c'est une leçon de vie intéressante. Dont le problème du numérique, c'est qu'il faut commencer, il faut initier les contacts. Si vous avez déjà reçu des demandes de mise en contact sur LinkedIn, c'est atroce. On a l'impression que c'est fait par un robot parce qu'on vous propose de vous comporter comme un robot. Et c'est impossible de commencer une relation. Parce que les humains passent leur temps à continuer des choses qui sont déjà existantes. Et là, c'est ce que vous voyez. Il n'est pas en train de lui dire faisons quelque chose ensemble. Ils sont déjà en train de marcher ensemble. Ils sont déjà en train de discuter ensemble. Il ne cherchait pas quelque chose d'exceptionnel à lui raconter. Il cherche simplement à continuer le flux de cette relation, de cette conversation, de ce face-à-face. Et grâce à ça, vous avez vu, on est dans une comédie romantique, mais ça ne se termine pas par un baiser. Il lui attrape la main et vous avez un ralenti. Vous avez un petit effet de lumière, comme ça, c'est un peu onirique. Mais surtout, le ralenti, ça veut dire quoi? Le ralenti, la fois précédente, vous avez vu du ralenti, c'est quand il courait au ralenti pour sauter dans l'hélicoptère, parce que c'était la première fois de sa vie qu'il faisait une action. Et là, la deuxième fois de sa vie, c'est il prend la main de cette fille ou elle lui prend la main, ils se prennent la main et ils rentrent dans une bulle de durée, pourrait dire Bergson. C'est-à-dire qu'ils vont partager quelque chose, ils vont vraiment rentrer dans le même temps, une bulle de durée qui va les éloigner de ce que Serge Danet appelait la société. Ils vont se créer un monde qui est un monde réel. Hein. Attention, hein, ce n'est pas du tout un artifice. C'est ça la vérité du monde, c'est d'arriver à se construire des moments de durée. Et c'est ça que vous offre le cinéma, c'est ça que nous offre le théâtre. Et on va prendre quelques questions avant de se séparer, parce que je sais que vous avez sûrement faim. Je vais remettre mon masque pour permettre à Tiffaine de me rejoindre. Du coup, une question qui a été posée un peu plus tôt. Quid de ces changements de mode relationnel, interactions différentes, de rapport au corps, sensorialité réduite, du rapport au savoir, accès direct et immédiat chez l'enfant? De nouvelles pathologies du langage font leur apparition chez les jeunes enfants, exposés précocement aux écrans sous une forme d'autisme. Alors là, on a une intervention quasiment médicale. Moi, je ne suis pas du tout qualifié. Je me souviens d'avoir lu quelque chose d'un psychologue, un psychothérapeute qui déconseille effectivement les écrans jeunes, mais qui fait cette modulation quand même. Il dit ce qui compte dans un écran, est-ce qu'on est seul avec l'écran ou est-ce qu'on le regarde ensemble? Il dit regarder ensemble quelque chose, c'est pas la même chose que le regarder seul. Donc déjà, la question de l'écran et de l'âge, évidemment, se pose, mais il y a la question de l'écran seul ou pas. Parce qu'au au fond, là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si vous avez repéré un peu l'astuce, l'intérêt de regarder ensemble des extraits de films, c'est que même si notre relation est dégradée par la distance, par le filmage, par la difficulté d'une réciprocité, il y a un moment où nous sommes à égalité. On est en train de regarder le même extrait de film, moi d'ici et vous de chez vous. Donc le moment où on regarde quelque chose ensemble, ça restaure bizarrement une vraie relation humaine. Après, sur la question du développement des enfants, c'est une question extrêmement difficile. J'ai peur de dire des bêtises, mais ce qui est certain, c'est que l'acquisition de langage, ça se passe à la fois avec des images. Je vous rappelle que l'origine du langage, c'est quand même les premiers langages, ils sont dessinés. Donc la question, c'est comment on passe de langues qui sont des dessins, des hiéroglyphes, à des langues alphabétiques. C'est une évolution très, très passionnante. Je vous conseille, je crois qu'elle est encore en ligne sur le site de Arte. Vous avez un documentaire en 3 parties sur la naissance, développement de l'écriture. Tout à fait passionnant. Et donc, la question, c'est pas juste l'écran, c'est qu'est-ce qu'on regarde
Et est-ce qu'on regarde ensemble? Et est-ce que c'est associé à des activités physiques? Parce que moi, j'ai découvert quelque chose, et moi, j'ai des enfants qui ont des tablettes, et cetera. C'est que selon ce que vous regardez, ça va soit vous éloigner du monde, faire écran avec le monde, ou au contraire, ça va vous réconcilier avec le monde. Et si vous cherchez, par exemple, j'ai un enfant qui est passionné par la cuisine. Si, vous utilisez votre tablette pour regarder des tutos, ce qu'on appelle des tutos, le tuto, bizarrement, c'est quelque chose qui vous intègre dans le monde et vous allez vous retrouver à cuisiner. Alors oui, il y a votre tablette, mais bon, quel chef n'a pas sa recette? Et vous avez, une relation humaine avec quelqu'un qui met à disposition un contenu qui se transforme en action physique et en fabrication concrète. Et à un moment, le digital, c'est pour ça, hein, j'ai gardé le mot, si vous attrapez bien le doigt, il y a la main qui revient et la main qui va faire quelque chose, qui va pouvoir travailler un objet concret, qui va pouvoir rater un plat, qui va pouvoir filmer, s'en amuser, monter, fabriquer et faire quelque chose. Donc j'espère, vous voyez, qu'il y a un moment où les écrans, y compris les jeux vidéo, hein, s'il y a un usage positif, c'est que ça peut, comme on a vu tout à l'heure, la musique, vous voyez, soit on est dans son casque et on est dans sa bulle, mais cette bulle, si vous la faites bien gonfler, elle va vous réintégrer dans le monde avec beaucoup d'élan. Une autre question, un métier manuel est-il plus humain qu'un métier bourgeois? Alors, ben, heu, c'est compliqué de répondre. Dans un premier temps, non, puisque la distinction je reprends la distinction, elle est importante, hein, parce que métier bourgeois, il y a pas de jugement de valeur, c'est pas un jugement de classe. C'est pas, comme Marx qui oppose ouvrier et bourgeois, il y a pas de hiérarchisation et je vais vous prendre des exemples. Par exemple, je sais pas, un peintre, vous voyez, apparemment c'est un métier, ouvrier. Et donc, vous avez des peintres très riches. Bah oui, Picasso, c'était un ouvrier. Quand il peignait, après, quand il se mettait en scène, c'était un acteur de lui-même, mais un peintre, c'est un ouvrier. Voilà. Donc, il n'y a pas de jugement social, hein. Le peintre peut être très élevé dans la hiérarchie ou très bas, ça dépend de ce qu'il peint ou de son succès, mais l'activité est la même. Un chirurgien, quand il vous opère, c'est un ouvrier. Mais quand il vous reçoit dans son bureau ou qu'il vient vous parler, c'est aussi un bourgeois. C'est-à-dire, c'est les signes qu'il vous envoie qui risquent de vous soigner ou de vous rendre malade. Vous voyez? Donc, c'est pas une hiérarchie sociale et la question c'est: qu'est-ce qui est le plus humain? Normalement, c'est le métier bourgeois parce que l'invention du langage est spécifiquement humaine. Le langage avec une valeur poétique, c'est-à-dire je vais vous dire quelque chose qui n'a pas d'utilité, immédiate, ce qu'on est en train de faire, on essaye de comprendre quelque chose, par exemple, ou là, on est au théâtre, lorsque vous venez voir quelqu'un qui vous dit un texte de Tchekhov ou ouais, ou un poème, vous êtes dans quelque chose qui est humain parce que c'est inutile sur le plan de la nature et on est dans quelque chose donc d'essentiel et on est en plein classement des activités essentielles ou pas. La seule activité essentielle, hein, c'est celle qui comporte normalement du langage et du langage à but poétique parce que tout le reste, les animaux sont capables de le faire. La simple survie, les animaux sont capables déjà de le faire. Donc nous, c'est ça qui nous distingue. Donc ce qui est humain, c'est plutôt les métiers de langage et pourtant, ce qui nous humanise le plus dans notre, moment, digitalisé, c'est justement le retour de la main. Parce que vous avez la résistance physique de quelque chose, d'une matière. Alors, on l'expérimente quand on fait de la musique. Moi, quand j'essaye de jouer maladroitement du piano, je sens bien que le piano me résiste et donc j'ai l'impression que c'est plus humain que quand, je suis sur les réseaux sociaux où rien ne résiste. Donc quelque chose vous résiste, c'est ça qui vous rend humain. Vous êtes en train de cuisiner. Pourquoi les gens confinés ont beaucoup cuisiné? C'est parce que dans les moments où on cuisine, on oublie qu'on a des contraintes, parce qu'on est en train de subir les contraintes de la matière et ça, c'est des contraintes qui sont les mêmes, quelles que soient les lois que disent les hommes. Donc le paradoxe est là, c'est qu'en effet, dans le moment historique qu'on vit, ce sont les métiers ouvriers, c'est-à-dire de la main, qui sont, les garants de l'humanité. Une dernière? Une petite dernière, parce qu'après je crois que Quentin a dit que c'était l'heure. Quel est le rapport entre le cinéma et la philosophie? Eh bien, on va faire très court. Je sais pas. Si, moi, j'ai une petite, définition très simple, enfin, une petite approche très simple. C'est pour ça que j'essaye de mêler le cinéma et la philosophie. C'est que les 2 ont pour but de fabriquer une compréhension universelle. Ouais, la philosophie utilise des concepts comme, qui ont pour but d'être compréhensibles de manière universelle. Le cinéma, lui, a rêvé de faire se lever un automate spirituel, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec le même film,
de produire la même émotion chez tout le monde. Et donc, la philosophie s'adresse a priori à la compréhension, à l'intellect, et le cinéma s'adresse à des couches plus profondes, parce que c'est pas simplement l'intellect, sinon vous intéressez juste les gens qui veulent être intéressés, mais vous pouvez passionner par le cinéma parce que vous touchez les émotions. Et le lien que moi je pense qu'il faut faire entre les deux, c'est cette idée que pour comprendre quelque chose, il faut être passif. C'est bizarre hein, de dire ça, parce qu'on dit toujours: «Faut faire attention, faut faire attention». Moi, je crois l'inverse, c'est un fauteuil de théâtre ou de cinéma, on se végétalise dedans, on s'abolit comme personne et on laisse le spectacle nous remplacer, et c'est cette expérience-là qu'on vient faire. L'expérience, c'est aussi sortir de soi, et quand on arrive à sortir de soi, c'est les moments où on comprend quelque chose. Donc c'est ça pour moi le lien. Quand on s'abolit face à un objet, que ce soit un spectacle ou une idée, on est en mesure de le comprendre pleinement. Voilà. Bon, écoutez, je crois que pour aujourd'hui, merci beaucoup au TED 14 et Édouard, Mathieu, Tiffaine, Lucie et tous les héros, Quentin, les héros des doigts, des mains et du langage aussi. Je vous remercie pour votre attention. J'avais aucun moyen de la vérifier, mais il paraît que le chat a été très, très animé. Vous êtes raconté plein de trucs, donné des références. Donc, je regarderai ça tout à l'heure parce que moi, j'étais juste un peu comme ça, sans trop de. J'ai laissé le digital à ceux qui avaient les doigts libres. Et je remercie le théâtre pour cette première expérience. On va la refaire bientôt, le 6 février. Ok, voilà, le 6 février à la même heure. On sera hyper au point techniquement. En tout cas, on sera là. Voilà, je vous remercie et à bientôt.